Cette semaine, c'est la semaine de l'argent. Une semaine de l'argent que la FSMA organise chaque année. Nous en sommes d'ailleurs à la 6e édition. Et beaucoup de classes y participent. Savez-vous que chaque année, ce ne sont pas 7 000, mais 70 000 élèves qui participent à la semaine de l'argent en jouant avec nos jeux centrés sur la gestion d'un budget au quotidien. Alors bien sûr, cette année est un peu particulière. Pour les raisons sanitaires, vous connaissez, nous n'avons pas la possibilité de venir dans votre classe, mais ça ne fait rien. Nous avons dès lors décidé de vous proposer de suivre un cours depuis le Wikifinlab de la FSMA. Alors aujourd'hui, la leçon porte sur un sujet important, parce que nous savons qu'un certain nombre d'entre vous veulent créer leur propre entreprise et veulent devenir indépendants. Et qui est la personne la mieux placée, bien entendu, pour vous parler de ça? Monsieur David Clarinval, qui est le ministre en charge notamment des classes moyennes, des PME et des indépendants. Et grâce aux explications du ministre, vous aurez des foules d'informations à propos de ce qu'il faut savoir avant de lancer son entreprise, quelles sont les démarches concrètes à entreprendre au moment de vous lancer, autant de raisons pour lesquelles il ne faut pas hésiter à poser vos questions au ministre, et ce via le chat pendant le cours. Monsieur le ministre, permettez-moi dès lors tout d'abord de vous remercier pour votre présence et pour votre participation à cette 6e édition de la Semaine de l'Argent, et je vous cède avec grand plaisir la parole. Merci Jean-Paul. Mesdames et messieurs, chers étudiants, tout d'abord bonjour à toutes et à tous. En tant que ministre des Indépendants, j'ai été invité aujourd'hui pour vous donner un cours dont le thème est « Se lancer comme indépendant, à quel titre individuel ou en société ?» Je vous propose de commencer en regardant ensemble qui sont ces indépendants, quel est leur profil. On poursuivra en identifiant les caractéristiques du régime des indépendants et on terminera en comparant les deux manières de lancer son activité, à titre individuel ou en société. Alors, pour démarrer, qui sont ces indépendants? Quel est leur profil? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. En 2019, on comptabilisait pas moins de 1 145 000 travailleurs indépendants, dont 565 000 en société. Parmi eux, un peu plus d'un tiers sont des femmes. Ce chiffre comprend les indépendants à titre d'activité principale et ceux qui exercent une activité indépendante complémentaire, c'est-à-dire en complément d'un travail de salarié ou de fonctionnaire, par exemple. À titre de comparaison, on dénombrait en 2019 un peu plus de 4 millions de travailleurs salariés et 815 000 fonctionnaires. 747 000 indépendants exercent leur activité à titre principal. C'est 1,83% de plus que l'année précédente. Le nombre d'indépendants en activité complémentaire a lui aussi augmenté en 2019 de plus de 4% par rapport à 2018. L'augmentation du nombre d'indépendants en activité complémentaire est plus forte chez les femmes que chez les hommes, plus 5,6% chez les femmes contre 3,76% chez les hommes. Dans quel secteur ces indépendants travaillent-ils? Les 3 secteurs où l'on retrouve le plus grand nombre d'indépendants sont les professions libérales, près de 360 000 indépendants, ce sont les médecins, les dentistes par exemple, le commerce ensuite, et avec 330 000, et l'industrie, 264 000, avec des mécaniciens indépendants par exemple. Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants comme vous qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier d'un nouveau statut, c'est le statut d'étudiant indépendant. Au 31 décembre 2019, on comptait 7 203 étudiants indépendants. À quoi ce nouveau statut sert-il? Si vous souhaitez proposer vos services de réparation d'informatique, par exemple, devenir étudiant indépendant peut être une bonne idée. Ce statut permet depuis le 1er janvier 2017 aux étudiants, il faut être âgé de 18 à 25 ans, qui suivent une formation complète dans un établissement d'enseignement reconnu, d'exercer une activité en tant qu'indépendant, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'un système plus favorable de calcul des cotisations sociales. Pourquoi toutes ces personnes ont-elles fait le choix de devenir indépendants? Choisir de devenir indépendant, c'est choisir l'autonomie pour construire son projet. Ne pas avoir de patron. Gérer comme on veut, c'est la liberté.
décidaient d'avoir un rôle essentiel aussi pour l'économie. Ainsi, en 2018, les PME, employant moins de 250 travailleurs, représentaient 99,8% des entreprises en Belgique. Mais attention, car devenir indépendant, c'est aussi assumer une double responsabilité. Premièrement, celle d'exercer sa profession dans les règles de l'art. Ensuite, respecter des obligations légales en matière fiscale et sociale. L'indépendant doit respecter diverses contraintes administratives. Prenons l'exemple des cotisations sociales. Pour un salarié, tout est pris en charge par les services administratifs de l'entreprise pour laquelle il travaille. Un indépendant devra quant à lui veiller à réaliser ses versements en temps et en heure pour bénéficier d'une couverture sociale. Ou alors, il peut s'entourer de personnes qui se chargeront des tâches administratives pour lui, comme par exemple un comptable. Alors, parlons maintenant du régime des indépendants. Quelles sont ses spécificités? Le travailleur indépendant bénéficie d'un statut social propre et d'un régime de sécurité sociale spécifique, qui est différent du régime des salariés et de celui des fonctionnaires. Un indépendant doit s'affilier à une caisse d'assurance sociale de son choix, à laquelle il payera tous les trimestres des cotisations qui correspondent à un pourcentage de son revenu. À titre d'information, sachez que la cotisation trimestrielle minimum pour un indépendant, à titre principal, s'élève à plus ou moins 720 €. Ces cotisations donnent à l'indépendant droit à des services essentiels de la sécurité sociale, comme par exemple l'assurance maladie et invalidité. Depuis les années 2000, la protection sociale dont bénéficient les indépendants s'est considérablement améliorée dans une volonté constante de la rapprocher des régimes dont bénéficient les salariés et les fonctionnaires. Depuis peu, les indépendants, qu'ils exercent leur profession en société ou pas, ont droit au même congé de paternité que les salariés, par exemple. Choisir un statut juridique indépendant. Entreprise individuelle, c'est-à-dire en personne physique, ou en société, c'est-à-dire personne morale. Je viens de l'évoquer au début de ce cours, il y a différents statuts pour exercer sa profession d'indépendant, et la terminologie prête parfois à confusion. D'une part, il y a l'indépendant qui exerce en entreprise individuelle. On parle également parfois d'entreprise unipersonnelle ou d'indépendant en personne physique. Et d'autre part, il y a l'indépendant qui exerce son activité en société. Chaque formule présente des avantages et des inconvénients et votre choix aura des conséquences importantes sur la vie de votre entreprise. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux formules? En ce qui concerne la structure juridique de votre activité, une entreprise individuelle ne nécessite pas la rédaction de statut, ni de capital minimum de départ. Les coûts de constitution et de fonctionnement sont assez faibles. Vous pouvez débuter rapidement votre activité. Vous êtes le seul maître à bord et vous pouvez prendre vos propres décisions sans devoir consulter d'autres associés. La comptabilité à tenir est en règle générale simplifiée. Une société, la constitution d'une société nécessite quant à elle, selon le cas, l'intervention d'un notaire. Il faut aussi un capital minimum, un plan financier, la rédaction de statuts, un rapport de réviseur d'entreprise. La cessation de l'activité et la liquidation d'une société occasionnent par ailleurs également des frais. En principe, une société à personnalité juridique distincte qui lui donne des droits et des obligations qui lui sont propres. Cela a pour conséquence que son fonctionnement est différent de celui d'une entreprise individuelle. Le volume de travail administratif, de formalités et d'obligations juridiques est plus important. Les obligations comptables sont plus nombreuses. En général, il y a la tenue d'une comptabilité complète, le dépôt des comptes annuels à la Banque nationale. Il faut aussi tenir compte des organes de la société, l'administration de l'Assemblée générale, par exemple, sans lesquels aucune décision importante ne peut être prise. La responsabilité de l'entrepreneur, c'est essentiel comme élément. C'est très important à prendre en compte avant de choisir entre une entreprise individuelle et la société. La question de la responsabilité de l'entrepreneur. Dans une entreprise individuelle, il n'y a pas de séparation
entre le patrimoine affecté à l'activité professionnelle et le patrimoine privé de l'entrepreneur. Par contre, dans le cas d'une société, il y a séparation entre les biens de l'entreprise et les avoirs de l'entrepreneur. C'est fondamental pour bien comprendre la différence de responsabilité entre une entreprise individuelle et une société. Il faut repartir de la définition de la société. Qu'est-ce qu'une société? Une société est ce qu'on appelle une personne morale. C'est une fiction. Nous pourrions imaginer que la société est une personne à part entière, différente de la personne qui l'a créée et qui la gère. Qu'est-ce qu'implique la création de cette personne morale, qui est une personne différente de l'indépendant? Eh bien, chacun a son propre patrimoine. La personne morale a son propre patrimoine et l'indépendant également. Et ces deux patrimoines sont différents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine? Le patrimoine est l'ensemble des biens que quelqu'un possède. Il peut s'agir d'un immeuble, d'une voiture ou même d'argent. S'il y a deux personnes différentes, il y a donc deux patrimoines différents. Et quelles sont les conséquences d'avoir deux patrimoines distincts? Les biens d'un patrimoine appartiennent à la personne titulaire du patrimoine. L'argent de la société appartient donc à la société. Et il ne peut être utilisé que par la société et pour la société. Par exemple, pour payer ses employés, pour acheter du nouveau matériel, pour payer le loyer du local dans lequel se trouve le personnel et le matériel. L'argent doit toujours servir dans le but de la société. De prospérer, de se développer, de générer un revenu, de créer de l'emploi. Imaginez la situation suivante. Monsieur Bertrand crée une société pour exercer sa profession de carreleur. Il réalise le carrelage d'une salle de bain chez un client. Il facture ce travail au nom de sa société pour un montant de 1 000 €. Les 1 000 € sont donc dans le patrimoine de sa société. Monsieur Bertrand peut-il payer ses vacances et celles de toute sa famille avec cet argent? Non, évidemment, car il s'agit bien de l'argent de sa société, et payer des vacances à sa famille ne fait pas partie des buts de la société. Que se passe-t-il s'il le fait quand même? Il s'agit d'une infraction. On appelle ça abus de biens sociaux, et c'est puni par le code pénal. Et dès lors, allez-vous me poser la question, comment M. Bertrand gagne-t-il de l'argent grâce à sa société? Eh bien, tout simplement en se versant une rémunération, un salaire. Mais alors, me direz-vous, quel est l'intérêt de créer une personne morale, de créer une société? Le fait de considérer la société comme une personne différente est une abstraction. Et dans la réalité des faits, M. Bertrand représente sa société et se verse via sa société un salaire à lui-même. Pourquoi compliquer la vie? Pourquoi se compliquer la vie? À quoi ça sert d'avoir deux patrimoines différents? C'est une question, je l'ai dit tout à l'heure, de responsabilité. Dans une entreprise individuelle, il n'y a pas de séparation entre le patrimoine affecté à l'activité professionnelle et le patrimoine privé de l'entrepreneur. L'entrepreneur est donc responsable des engagements de son entreprise. Et ceci n'est évidemment pas sans risque. Les dettes que l'entrepreneur contracte pour des raisons professionnelles peuvent être récupérées sur les biens propres de l'entrepreneur. Si M. Bertrand n'arrive plus à payer son fournisseur de carrelage, ce dernier peut poursuivre M. Bertrand afin d'être remboursé. L'argent pourrait être pris sur les comptes privés de M. Bertrand. Et si ces dettes sont trop importantes, sa maison pourrait même être saisie et mise en vente pour récupérer l'argent qu'il doit à son fournisseur. Dans une société, en revanche, et c'est ça, c'est fondamental, on peut faire une séparation claire entre les biens de la société et les avoirs de l'entrepreneur. Une partie du patrimoine privé peut donc être protégée du risque entrepreneurial. Au niveau des sociétés, la responsabilité peut être limitée ou illimitée. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l'actionnaire ne peut être tenu à rembourser les dettes de l'entreprise qu'à concurrence de l'argent qu'il a investi dans la société. Les avoirs personnels des actionnaires sont donc protégés. Cela signifie que les créanciers de la société ne peuvent pas se faire rembourser leurs créances grâce au patrimoine personnel des actionnaires.
En d'autres termes, en société, la maison de M. Bertrand ne fait pas partie du patrimoine de la société. Elle ne sera pas saisie ni vendue pour rembourser les dettes de la société. Ceci est le principe même, s'il y a évidemment toujours certaines exceptions à cette règle, mais que nous n'approfondirons pas ici. Il y a aussi des sociétés à responsabilité illimitée. Les associés mettent leur propre patrimoine en garantie des dettes éventuelles de la société. Si la société n'est pas capable de rembourser ses dettes, ses créanciers peuvent obtenir le remboursement de leur argent grâce au patrimoine privé des associés. Ce type de statut de société est rare et je pense que je ne dois pas vous expliquer pourquoi. Les autres éléments à prendre en compte dans votre choix entre personnes physiques et société. Nous avons vu que le choix entre une entreprise individuelle ou une société a un impact au niveau de la constitution de l'entreprise, de son fonctionnement et au niveau de la responsabilité de l'entrepreneur. Toutefois, d'autres éléments doivent aussi être pris en compte lorsqu'un entrepreneur fait le choix d'une des deux formules. Le régime fiscal. Dans le cas d'une entreprise individuelle, les revenus de l'entrepreneur sont soumis au régime de l'impôt des personnes physiques. Dans le cas d'une société, les revenus de la société sont soumis au régime de l'impôt sur les sociétés, qui, en principe, est plus bas. Le financement également. Une société offre la possibilité juridique d'attirer des partenaires qui souhaitent investir dans l'entreprise. Une société offre donc la possibilité d'attirer plus de moyens pour exercer l'activité. La coopération avec une ou plusieurs associés est aussi possible. La formule de la société permet d'attirer des partenaires qui, outre leur apport en capital, peuvent également s'engager activement pour la société. Le droit des sociétés permet en effet de définir juridiquement la coopération avec un ou plusieurs partenaires. La continuité de l'entreprise aussi est un élément important. Dans le cas d'une entreprise individuelle, la propriété et la gestion de l'entreprise ne font qu'un. Si l'entrepreneur vient à mourir, le droit successoral implique que le fonds peut être partagé entre plusieurs héritiers. Dans le cas d'une société, le fondateur et sa société sont des personnes juridiquement distinctes. De ce fait, l'existence de la société n'est pas compromise si le fondateur décède. La société ne meurt pas en même temps que son patron. Choisir entre créer une entreprise individuelle ou une société doit être l'aboutissement d'une réflexion approfondie et adaptée à votre projet d'entreprise. N'hésitez donc jamais à demander conseil auprès d'un notaire, un avocat, un conseiller d'entreprise, un comptable ou un fiscaliste. Les démarches à réaliser, je vous le rappelle, il y a moins de démarches à réaliser pour une entreprise individuelle que pour une société, car pour mettre sur pied une société, vous devez en principe passer chez le notaire, ce qui n'est pas le cas pour une entreprise individuelle. Dans les deux cas, il y a malgré tout des démarches à faire, comme par exemple inscrire l'entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, ouvrir un compte à vue spécifique, s'identifier auprès de la TVA, aussi auprès de la douane, s'affilier à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et évidemment payer des cotisations sociales. S'affilier à une mutuelle de votre choix pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité. Contracter certaines assurances obligatoires ou pas. En cas d'engagement de personnel, il faut aussi s'affilier à un secrétariat social et effectuer certaines démarches auprès de l'ONSS. Pour réaliser ces formalités, vous pouvez bénéficier de différents types d'aides auprès notamment des services publics qui mettent différents sites à votre disposition afin de vous aider à clarifier votre projet et vous éclairer sur les démarches administratives, les possibilités de financement, mais aussi les aides disponibles, les risques éventuels. Vous pouvez vous renseigner auprès de professionnels, je l'ai dit tout à l'heure, un notaire, un avocat, un conseiller d'entreprise, un comptable, un fiscaliste. Il y a aussi les guichets d'entreprise qui vous aident à lancer votre activité. Il y a également des structures régionales qui peuvent fournir des conseils
mais aussi parfois des aides financières. Alors, quelle structure favoriser pour un jeune qui sort de ses études? Comme nous l'avons souligné jusqu'à présent, l'entreprise individuelle et la société présentent chacune des avantages et des inconvénients. Et votre choix aura des conséquences majeures sur votre activité. Opter pour l'une de ces deux formules doit dès lors être l'aboutissement d'une réflexion approfondie et votre choix être adapté à votre projet. Parmi les critères à prendre en compte, on peut citer le type d'activité envisagée, le nombre de personnes qui y participeront, les capitaux disponibles, l'apport financier des associés, le régime fiscal le plus approprié, le développement prévisible de l'activité. Pour comprendre le type de réflexion qu'il faut adopter, prenons deux exemples. Le premier exemple, c'est Marie, elle a 20 ans, elle est diplômée en esthétique et elle souhaiterait se lancer comme esthéticienne indépendante. Elle n'a pas beaucoup de moyens personnels, mais grâce à divers jobs d'étudiants, elle est parvenue à mettre suffisamment d'argent de côté pour financer l'achat de son matériel. Dans un premier temps, Marie souhaite accueillir ses clients dans une pièce qu'elle a aménagée chez ses parents. Marie prévoit donc de travailler ainsi le temps de mettre de l'argent de côté et pouvoir disposer un jour de son propre salon. Après réflexion, Marie décide de travailler en entreprise individuelle. Et ce pour plusieurs raisons. Marie souhaite travailler seule. Elle ne veut pas avoir d'associé. Elle pourrait faire ce choix pour des raisons économiques. En effet, une entreprise individuelle coûte peu en comparaison avec les frais de constitution d'une société et ne nécessite pas de capital de départ. Marie pourrait choisir de travailler en entreprise individuelle pour la simplicité de la procédure. Les procédures et l'administration sont effectivement plus simples dans le cas d'une entreprise individuelle. La rapidité peut jouer aussi dans son choix. Il faut moins de temps et moins d'argent pour se lancer. Elle pourra recourir à une comptabilité simplifiée, c'est-à-dire qui se limite à un registre des rentrées d'argent et des dépenses. Attention cependant, en choisissant de travailler en personne physique, Marie engage sa propre responsabilité et éventuellement ses finances personnelles, puisque dans ce cas, il n'y a pas de distinction entre son patrimoine personnel et celui de son entreprise. Un autre exemple, c'est Sophie. Elle est douée pour le codage et souhaite, après ses études supérieures, lancer son entreprise de gestion informatique avec deux amis. Jérôme, qui s'occuperait du web designer, et Charline, qui s'occupera du volet plutôt commercial. Pour lancer leur entreprise, ils sont conscients qu'ils vont avoir besoin de trouver des moyens supplémentaires, car le matériel coûte cher. Ils ont donc parlé de leur projet autour d'eux, et ils ont trouvé quelqu'un qui est prêt à investir dans leur entreprise en devenant actionnaire. Après réflexion, Sophie, Jérôme et Charline décident donc de créer une société. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour plus de sécurité. En créant une société, ils ont la possibilité de limiter leurs responsabilités personnelles et donc de protéger leur capital personnel. Or, tous les trois savent que leur projet va demander de gros moyens et que le secteur de l'informatique évolue rapidement. Ils ne souhaitent donc pas prendre de risques. Ils auront également davantage de possibilités d'évolution. Une société vous permet de vous associer ou de transférer des parts plus facilement. Donc ils bénéficieront d'une plus grande marge de manœuvre, notamment financière, pour faire évoluer leur activité. Et donc en conclusion, avant de vous lancer comme Marie ou Sophie, pesez le pour et le contre et choisissez la formule qui correspond le mieux à l'activité que vous désirez lancer. Et surtout, n'oubliez pas que quel que soit le statut juridique que vous choisissez pour exercer votre activité, son succès dépendra de votre professionnalisme. Faites-vous aider si vous avez des doutes ou des questions, car choisir de se lancer comme indépendant en entreprise individuelle ou en société, ce n'est pas anodin, ni financièrement, ni en termes de responsabilité.